Bonjour et bienvenue dans ce bonus de votre podcast préféré. Dans notre dernier Tracker Talk, nous avons diffusé un petit extrait de l'interview réalisée avec Grégory Raymond, auteur du livre Bitcoin et crypto-monnaie, l'enjeu du siècle, paru il y a quelques semaines aux éditions Talent. Grégory est un des premiers journalistes français à avoir couvert le secteur des crypto-monnaies. Il a également cofondé The Big Whale, un média spécialisé sur la crypto. Je vous propose à présent d'écouter l'interview réalisée avec lui dans son intégralité, une interview que nous avons faite fin février, soit quelques jours après le vol d'environ 1,5 milliard de crypto-monnaies sur la plateforme Bybit. Bonjour Grégory. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ton livre qui est sorti il y a quelques semaines, Bitcoin Crypto, l'enjeu du siècle. Alors, première question assez simple, pourquoi est-ce que tu dis que c'est l'enjeu du siècle ? L'enjeu du siècle, en fait, parce que ça touche à l'enjeu de la monnaie et c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas vraiment abordé dans le débat public, je trouve, alors que c'est l'une des choses les plus importantes, la façon dont est gérée la monnaie. On a beaucoup parlé d'inflation en Europe et dans le monde, hein. Ces dernières années, notamment à la suite de tout ce qui s'est passé après la crise Covid. Et en fait, la monnaie est au cœur de tout ça. Et bizarrement, personne n'en parle et je trouve que Bitcoin, en fait, permet de s'intéresser au sujet et en tout cas comprendre que nos monnaies qu'on utilise tous les jours, en Europe, elles sont plutôt solides, en tout cas à court terme. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est pas vraiment le cas partout. Mais même à plus long terme, je considère que l'euro, en fait, n'est pas forcément la monnaie parfaite. En tout cas, c'est pertinent de s'interroger sur ses forces et sur ses faiblesses. Et Bitcoin, en tout cas, permet de s'intéresser à tout ça. Mmh. Et alors, c'est un livre qui est accessible aussi bien aux professionnels qui ont déjà pas mal entendu parler des crypto-monnaies comme au grand public. Et pour ce faire, tu t'es entretenu avec une dizaine de personnalités qui montrent aussi la diversité des types d'acteurs qui sont en lien avec les cryptos. Donc avec eux, tu tentes de casser aussi la mauvaise réputation qu'on colle souvent à ce type d'actifs. Selon toi, quels sont les clichés les plus tenaces qui collent encore à la peau du Bitcoin et des autres crypto-monnaies ? Alors les clichés, je dirais que on peut en citer 3. Il y a d'abord l'empreinte énergétique du Bitcoin. Alors dans mon livre, en fait, j'essaye d'expliquer que c'est pas aussi simple que ça, que effectivement Bitcoin consomme énormément d'énergie, mais en fait, il faut se demander d'où vient cette énergie, parce qu'une énergie qui vient d'une source renouvelable et une énergie qui vient d'une centrale à charbon, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui Bitcoin fonctionne beaucoup plus avec de l'énergie renouvelable, notamment issue de barrages hydroélectriques, d'éoliennes, ce genre de choses, en fait, on se rend compte que l'énergie carbonée, donc par exemple le charbon, c'est une énergie très très chère. Et en fait, les mineurs de Bitcoin qui font tourner leur super machine qui protège le réseau, eux, en fait, leur seule dépense, c'est surtout de l'énergie. Donc ils ont besoin de l'énergie la moins chère possible. Et l'énergie la moins chère possible, c'est celle que personne ne veut, c'est celle qui est gâchée. Et donc, l'énergie qui est gâchée, ça peut surprendre beaucoup de monde, mais ça existe, hein. Les barrages hydroélectriques, des fois, ils produisent trop d'énergie par rapport à la demande. Des fois, il y a trop de soleil, et donc ça produit trop d'énergie sur les fermes solaires. Des fois, il y a trop de vent, ça produit trop d'énergie avec les éoliennes. Donc, plutôt que les gâcher, donc les laisser s'envoler dans l'air, en fait, ça peut être pertinent de miner du Bitcoin et du coup de rentabiliser au maximum les installations d'énergie verte. Donc ça, c'est un des premiers clichés. Le deuxième, je dirais que c'est la criminalité. On associe beaucoup Bitcoin à la monnaie du crime en ligne. Pendant des années, on parlait du Bitcoin comme l'outil parfait pour acheter des armes, hein. Par contre, sur Internet, effectivement, Bitcoin a eu une adolescence un peu difficile à ce niveau-là. Il y a des marchés en ligne qui étaient sur le darknet, hein, par exemple. On peut parler de Silk Road, qui effectivement ont utilisé le Bitcoin pour réaliser des transactions. Sauf que là, c'était quelque chose qui se passait
en 2011, 2012. En fait, là, aujourd'hui, les statistiques, c'est que Bitcoin, les transactions illicites en crypto, je dis même en crypto, donc ça va plus loin que Bitcoin, c'est 0,4% des transactions qui sont liées à des choses illicites. Des choses illicites, c'est souvent des arnaques en ligne et tout. Il faut quand même se rendre compte que sur l'argent traditionnel, on est plus sur 4-5% du PIB mondial, en fait, qui est relié à des choses illicites. Donc, il faut comparer, en fait, ce qui est comparable. Bien sûr qu'il y a de la criminalité autour de Bitcoin. Ça, c'est incontestable. Et les événements récents nous l'ont montré encore. Il y a eu un hack d'une plateforme d'échange et voilà, il y a 1,4 milliard de dollars qui ont été dérobés. Oui, ça existe. Mais par contre, il faut remettre dans le contexte par rapport à ce qui se passe aussi sur l'euro ou le dollar. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir des utilisations illicites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi avec la blockchain, donc le fameux registre dans lequel toutes les transactions passées sont répertoriées, en fait, on peut tracer tout ce qui s'est passé, tous les flux. Donc en fait, quelqu'un qui fait des choses illégales avec les cryptos, en fait, il finira par se faire pincer à un moment. En tout cas, on peut suivre en direct tous les flux sur Internet. Donc moi, je me dis que c'est pas forcément le meilleur moyen pour faire des transactions. Et le dernier gros cliché qui colle à la pose. Le dernier gros cliché, je dirais que c'est par rapport au ce qu'on appelle le phénomène des crypto-bros, c'est le fait qu'il y a énormément de gens qui appartiennent à la mouvance libertarienne qui seraient en train de s'accaparer totalement le Bitcoin, le crypto. En fait, effectivement, il y a beaucoup de gens comme ça sur Internet, on les entend beaucoup sur Twitter, mais par contre, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la communauté. En fait, il y a une majorité silencieuse, dont par exemple, dont je peux faire partie aussi, quoi, qui en fait s'intéresse au sujet, pas forcément pour des raisons politiques, mais pour des raisons technologiques et curiosité en fait intellectuelle. Il faut éviter de trop politiser le sujet. Dans notre podcast, on a déjà évoqué à de nombreuses reprises, par exemple, la tokenisation dans l'immobilier ou même la création de fonds tokenisés. Toi qui connais très bien le Web3, avec quel genre de nouvelles technologies la planète finance doit-elle composer ces prochaines années grâce à toutes ces évolutions technologiques ? En fait, tu le disais très justement, je pense que c'est la tokenisation qui est l'élément le plus disruptif auquel il faut s'attendre dans les prochaines années. La tokenisation, en gros, c'est mettre plein de parties en fait de la finance traditionnelle sur la blockchain et pour améliorer son processus pour que les échanges soient plus rapides, plus fluides, moins coûteux. Ça peut ne pas paraître révolutionnaire comme ça, mais en fait ça l'est énormément parce que notre système financier il repose sur des rails, sur des infrastructures qui remontent aux années 70. Par exemple, si vous voulez faire un virement bancaire là aux États-Unis, en fait ça va vous prendre 5-6 jours. Ouvrez, il va y avoir des frais importants, ça peut dépasser la centaine d'euros. En fait, avec la blockchain, on peut avoir des flux quasiment instantanés et sans frais. Alors vous allez me dire oui, mais avec des néobanques comme Revolut, je peux faire des virements sans frais à l'état extra-européen. Oui, c'est vrai, mais quand vous restez dans le système Revolut, quand en fait ce sont deux banques qui doivent se parler, qui ne sont pas dans le même sur le même continent, en fait il y a énormément de friction. Et donc la tokenisation, la blockchainisation en fait de la finance résout énormément de choses à ce niveau-là. Oui, alors dans ton livre, tu as même une partie où tu évoques les grands cas d'usage positif et on voit que les crypto-monnaies peuvent jouer un rôle quand il y a des crises monétaires, quand l'inflation s'emballe. Même on entend le terme de valeur refuge qu'on donne parfois dans certains cas. Oui. Alors j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que ça c'est un des aspects les plus intéressants. Parce que par rapport à la notion de valeur refuge du Bitcoin. En fait, quand il se passe un gros événement géopolitique, quelque chose d'imprévu, en fait, le Bitcoin, quand il réagit très très mal. Il a tendance à chuter beaucoup plus
que les autres actifs, parce qu'il y a une part des gens qui investissent dans Bitcoin qui sont là pour le court terme, qui sont là pour faire des coups en bourse. Et donc en fait, ces gens-là vendent tout de suite. Par contre, ce qu'on remarque, et c'est une étude de BlackRock qui l'a démontré, c'est que à partir de entre 10 et 60 jours après un gros événement, un gros choc dans l'actualité, en fait, le Bitcoin a tendance à être bien meilleur que les actions américaines, que l'or, par exemple. Donc en fait, c'est une valeur refuge sur le temps moyen. Mais par contre, il faut faire attention quand quelque chose de grave se produit, il a tendance à prendre un peu plus cher que les autres. Mais moi, je trouve que sur le temps long, c'est plutôt OK. Et il faut aussi rappeler quelque chose que peu importe la date d'achat d'un Bitcoin, quelqu'un qui l'a conservé, qui n'a pas voulu faire de trading avec, en fait, a toujours été en plus-value s'il les a détenus au moins 3 ans. Bien sûr, ça présage pas de ce qui va se passer à l'avenir, mais quand on regarde derrière, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je trouve que la notion de valeur refuge, elle trouve tout à fait son sens. Et c'est aussi amplifié avec l'arrivée, tu parlais de BlackRock, avec ces ETF qui ont été créés en 2024, l'arrivée d'acteurs un peu plus traditionnels qui ont des réflexes aussi un peu plus traditionnels en cas de crack, en cas de période haussière, baissière. Parce qu'une des grandes critiques du monde de la finance classique par rapport à ce type d'actifs, c'est la difficulté pour eux à mesurer ce qu'il est, en fait, à calculer sa vraie valeur. Calculer sa vraie... en fait, c'est très difficile de calculer sa vraie valeur parce qu'en fait, Bitcoin ne ressemble à aucune autre chose connue. C'est un protocole informatique, c'est une monnaie et ça peut être aussi perçu comme une action d'une technologique. Donc en fait, c'est très très difficile à modéliser. Ça n'existait pas avant. Donc la valeur qu'on peut lui donner, c'est laquelle? Est-ce que c'est le coût de l'énergie nécessaire à un instant T pour produire un Bitcoin? Ça pourrait très bien être ça. Est-ce que c'est par rapport à la faiblesse des monnaies à côté, donc ça donne une prime au Bitcoin? Oui, c'est possible. En tout cas, il y a plein de façons de modéliser son prix. Mais on rappellera une chose, Bitcoin ne peut pas être régulé parce que c'est un protocole, il n'y a pas d'entreprise derrière. Donc en fait, c'est l'offre et la demande qui permet juste de fixer son prix tout simplement. C'est comme un peu une matière première. Moi, je trouve que ça a beaucoup de similitudes avec l'or, hein, par exemple, parce qu'il y a une quantité limite en circulation et en fait, personne ne contrôle tout l'or sur Terre, personne ne contrôle tous les bitcoins. Donc voilà, je trouve que ça se rapproche plutôt de ça. On peut aussi questionner donc cette arrivée d'acteurs plus conventionnels où quand on voit par exemple Coinbase ou Binance le poids qu'ils ont en fait dans cet univers décentralisé, on peut aussi questionner leur positionnement où parfois on se dit mais est-ce que ce n'est pas les futures banques centrales qui sont en train d'émerger? Et alors dans ton livre tu fais intervenir Claire Balva qui parle elle de centralisation du pouvoir technique. Est-ce que selon toi c'est pas un risque qui peut arriver quand on entend que le plus grand gestionnaire par exemple d'actifs au monde envisagerait de créer son propre Bitcoin, par exemple? Est-ce que vous voudriez acheter ce fameux Bitcoin-là? Moi, j'en suis pas sûr parce que la force de Bitcoin, c'est justement parce que personne le contrôle. Et effectivement, BlackRock aujourd'hui est un acteur extrêmement important du Bitcoin, hein, parce que il y a 50 milliards de dollars de Bitcoin qui sont sous gestion auprès de BlackRock parce qu'il propose des ETF Bitcoin à ses clients. Mais attention, ce sont les clients qui détiennent les Bitcoins. BlackRock n'est qu'un gestionnaire. Et moi, pour l'instant, il n'y a pas de problème à court terme là-dedans parce que BlackRock ne fait pas de minage. BlackRock ne valide pas les transactions, ne protège pas le réseau. C'est juste une entité, certes énorme, hein, parce que c'est quand même le plus gros le plus gros gestionnaire de fonds au monde. Pour l'instant, il se contente juste d'en détenir pour le compte de clients. Donc moi je vois pas trop de problèmes pour l'instant. Mais tu citais Coinbase, Binance. Là par contre, ce sont des intermédiaires financiers qui sont un peu plus systémiques, je trouve. Mais d'un côté c'est normal parce que c'est des entreprises qui étaient là au tout début, donc c'est normal qu'elles aient une place importante. Mais plus les années passent, plus en fait il y a de nouveaux acteurs. Disons que le marché va continuer à se diversifier de plus en plus et je pense que ces acteurs perdront
un peu de part de marché dans les années à venir. Ça me semble tout à fait logique. Et je vais déjà te poser la dernière question. Ce qu'on aime bien faire aussi dans Tracker, c'est demander à nos invités, est-ce qu'ils ont des sources à partager avec nos auditeurs, des sources que par exemple tu consultes régulièrement pour entretenir ta curiosité ou t'informer, et des sources qui sont différentes bien sûr de The Big Whale dont on parlera pour te présenter. Tu me devances, oui, j'allais bien sûr citer The Big Whale, parce que c'est le média que j'ai créé, mais on va essayer d'être neutre. Il y a plein de super sources. En fait, moi j'aime beaucoup les penseurs de cet écosystème. J'aime beaucoup les penseurs qui sont autour d'Ethereum, qui sont des gens passionnants et qui documentent en fait toutes leurs pensées. Par exemple, Vitalik Buterin a écrit des billets de blog passionnants. Justin Drake aussi. Après, côté média, il y a une grande diversité. Vous faites du très très bon boulot, vous depuis la Belgique. En France, il y a aussi quelques beaux titres, mais moi je conseille surtout en fait aux gens d'aller écouter en fait ce que les builders, les gens qui construisent cet écosystème en fait disent, parce que on a beaucoup de gens en fait investissent, se contentent juste d'investir, mais ne vont pas vraiment s'intéresser à la philosophie qu'il y a derrière, écouter les gens qui sont en fait à l'initiative de tout ça. Et c'est en fait pour ça que des fois les gens ont une mauvaise image du secteur, parce qu'ils s'arrêtent à ce que disent certains médias qui font pas très bien leur boulot et qui relaient comme quoi c'est blindé de gens d'extrême droite et compagnie. En fait non, pas du tout. Quand on va parler aux gens qui construisent tout cet écosystème, on est là avec des gens qui essayent de résoudre des vrais problèmes de la société grâce à la technologie. Bon, bien sûr, la technologie n'a pas réponse à tout. Il faut pas céder au solutionnisme technologique. Ça serait trop simple. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Donc moi, je dirais d'aller consulter des billets de blog, d'aller sur les réseaux sociaux et d'essayer d'identifier les bonnes sources. Mais voilà, les gens qui sont derrière ces fameux projets. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à faire un petit tour dans notre groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook pour, pourquoi pas, partager avec nos auditeurs vos lectures du moment. Nous, on se retrouve ce jeudi pour un nouvel épisode de Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Geoff nous expliquera pourquoi il a décidé de liquider son épargne pension pour tout réinvestir dans des ETF. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation.